Bonsoir mesdames et bonsoir messieurs. Ce mardi le 6 avril, le Congo et le monde entier va commémorer les 100 ans de la création de l'église kimbanguiste. Tout va se passer à Kamba à partir de demain. Mais comme il y a une dimension politique, philosophique, mais aussi spirituelle, j'ai fait appel à un professeur que vous connaissez très bien, professeur Ngomba Bida, philosophe, il est professeur de l'université de Kinshasa. Le prof a publié des articles importants dans des livres intitulés Les discours politiques de Simon Kimbangu. Deuxième article, la réception du kimbanguisme par les intellectuels congolais. Donc, avec le professeur, on va faire un petit entretien de près de 40 minutes. Mais avant de commencer, je préfère quand même donner certaines références. Il y a des tomes, des livres, je peux dire, de conférences qui ont été organisées ici à Kinshasa, intitulées donc, sous la direction de Eli Kambokolo et Sabaki Nukwilo. Eli qui est vivant, mais Sabaki est mort, je pense, professeur. Oui, il est mort au mois de janvier, je crois. Okay. La conférence était intitulée Simon Kimbangu, le prophète de la libération de l'homme noir. Il y a tome 1 et tome 2. Donc, si vous voulez avoir assez d'informations, prenez le temps et le courage de les lire. Prof, le 6 mars, on va quand même commémorer les 100 ans. 6 avril. 6 avril, pardon. Les 100 ans de la création de Kimbanguiste. Mais Simon Kimbangu, c'est qui? Parce que les jeunes gens ne comprennent pas. Il est né où, quand, avant d'entrer dans sa pensée. Bon, Simon Kimbangu, c'est une grande personnalité qui est très connue déjà maintenant. Les gens doivent savoir qu'il est né en 1887, c'est-à-dire 2 ans après la conférence de Berlin, 1885, et lui est né 2 ans plus tard. Il est né en Kamba, chez lui, dans le Bas-Congo. Ça s'appelait à l'époque d'ailleurs Bas-Congo, la province. Et il a fait des études primaires, pratiquement à quelques kilomètres de son village en Gombelou-Tété. Il a fait ses études primaires chez les protestants. Là, à l'époque, il y avait beaucoup de protestants, des missionnaires qui étaient venus de la Suède, un peu d'Amérique, mais surtout de la Suède. Je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, ils étaient nombreux là. Et il a fait ses études primaires, mais vous savez qu'à l'époque, les protestants mettaient beaucoup d'importance sur la lecture de la Bible. Et donc, dès qu'il a terminé ses études primaires, où il a fait essentiellement de la mathématique et de la Bible, interprétation de la Bible, compréhension, lecture à fond de la Bible, il est devenu catéchiste. Il a commencé à enseigner jusqu'au moment où, vers l'âge de 30 ans, vous savez, déjà les primaires à l'époque, on les commençait à un âge assez avancé, 16 ans, 17 ans parfois, vous êtes encore au primaire. Et lui, vers 30 ans, il a commencé, toujours dans le cadre des protestantismes, à prêcher. Lorsqu'il commence à prêcher, son discours devient vraiment tout à fait unique, tout à fait authentique, tout en se basant sur la Bible. Son livre, à partir duquel il prêche, c'est la Bible chrétienne. Et voilà, donc finalement, son enseignement a tellement drainé des gens, a tellement envoûté la population que finalement, on l'arrête, on le juge, et puis voilà, on le déporte. Pour faire court, on l'envoie à Elisabethville, Lubumbashi, là, il est mort. Voilà, au Katanga. Il est mort il a fait combien d'années en prison? 30 ans. 30 ans, plus que Mandela. Plus que Mandela. Mandela a fait 27 ans de prison, mais lui, c'est
30 ans. Ok. C'est vraiment atroce. Et Kimbangu, j'ai pu voir en Kamba le mausolée qu'on a fait pour lui et toutes les cérémonies qu'on fait, c'est sacral, c'est formidable. Pourquoi? Parce que déjà le personnage était unique. Vous savez qu'il a prédit le jour et l'heure de sa mort à partir de la prison. Et c'est authentifié par des documents, par des témoins, etc. Il a dit, je mourrai tel jour, mercredi, je mourrai le 12 octobre, je mourrai à 15 heures. Et effectivement, c'est curieux, mais à ce jour-là, et à cette heure-là, 15 heures, il est mort. Donc on peut dire que c'est un homme mystique. Hein? Oui, mystique, c'est-à-dire que, bon, moi je considère que ce fut un homme inspiré. Vous savez, il y a des gens qui, dans le monde, ont des prédispositions à avoir des connaissances tout à fait autres. Ce que nous voyons ici de matériel n'est pas toujours le réel total. Ce qui ne se voit pas est parfois de loin plus grand que ce que nous voyons concrètement. Et les gens qui ont ce don-là, qui sont inspirés, comme lui, justement, arrivent à savoir des choses. C'est mystérieux. C'est mystérieux pour les yeux de nous autres profanes, surtout nous qui sommes dans la science, qui ne voyons que ce qui est là. Donc c'est, disons, mystérieux. En tout cas, c'est inspirant. Ok, prof, nous, on ne va pas entrer dans la dimension mystique, spirituelle, oui, ça, on laisse aux autres. On va voir un peu la pensée, sa philosophie. D'abord, quelle était sa pensée? Parce que je vois, il a prêché, il faut libérer l'homme noir. Pour les gens qui nous suivent, c'est vague. Ça a commencé comment? Bien, ça a commencé, comme vous voyez, nous sommes dans le Bas-Congo, oui, mais essentiellement le royaume Congo. Le royaume Congo a ceci de particulier que la plupart des prophéties et des messianismes ont commencé là-bas. Le plus récent, évidemment, ou le premier qu'on peut citer comme prophète, c'est une jeune dame de 22 ans, Kimpavita, Donna Beatrice, qui est née vers 1684, qui a été brûlée vive le dimanche 2 juillet 1706 pour avoir prêché, exactement comme le fera plus tard à Kimbangu, pour avoir prêché l'amour de l'autre, parce que en fait je parlais de 1895. Là, l'esclavagisme avait déjà commencé, 15e siècle, 14e et 15e siècle avait déjà commencé. Et quand la petite Kipavita arrive, l'esclavagisme continue. Il y a les brimades de la part du colonisateur. Vous voyez, il y avait déjà une première colonisation, ou ce qu'on appelle la première évangélisation du Congo, du royaume Congo. Par les Capucins. Oui, par les Capucins, et puis viendront vraiment, essentiellement par les Capucins. C'est d'ailleurs pour Kipavita, ce sont les Capucins qui l'ont jugée, qui ont trouvé qu'elle était hérétique, qu'elle introduisait un esprit tout à fait diabolique, satanique, et on l'a jugée, on l'a brûlée, hein, à la demande des prêtres, parce que cela, c'est vraiment, ils avaient et le pouvoir spirituel et le pouvoir temporel. Il n'était pas difficile d'influencer le pouvoir temporel, le pouvoir politique. Et à l'époque, lorsque le prêtre, vous vous rappelez du temps de Charlemagne et tout ça, c'est les prêtres, c'est l'évêque, c'est le pape qui doit couronner le roi. Cela veut dire que ça continue un tout petit peu dans notre tradition où on jure par la Bible, etc. Mais là, effectivement, c'était des prêtres. Donc, cette tradition-là de Kipavita, de la lutte pour la libération du royaume Congo, avait déjà commencé et, avec Kimbangu, continué.
ça continuait avec Kimbangu, qui s'est rappelé parce que c'est vrai que c'était au XVIIIe siècle, fin XVIIIe siècle, que Kimpavita vient mourir, mais la tradition continuait. Et la tradition de la lutte, d'ailleurs, vous savez, les Blancs ont d'abord investi le Bas-Congo. Oui. Et donc, le Bas-Congo, les Bas-Congos en général ont souffert beaucoup plus que les autres. Est-ce que, professeur, on ne peut pas dire que c'est la perte du prestige du royaume Congo qui est à la base de l'apparition de Kimpavita, mais aussi, d'une façon politique, hein, exact. Mais aussi à la base de la révélation de Kimbangu. Exact. Tout le combat de mademoiselle Kimpavita, oui, c'était la restauration du royaume Congo qui était détruit par les Blancs qui venaient. C'était des Portugais, je pense. Des Portugais, essentiellement, oui. La bataille qui a eu lieu à San Salvador, ici, en 1665, qui a détruit le royaume. Et le roi a fui, il est allé vers le mont Bangu, qui existe encore avant d'arriver à Matadi, mont Bangu, une grande montagne. Et là, la petite Kimpavita, avec sa grand-mère Mafuta, Apollonia, qu'on l'appelait, Fumaria. Bon, la Fumaria, c'est authentique, je ne crois pas, mais c'était le nom authentique, Mafuta. Partait vers le mont Kibangu, donc au-dessus du mont, pour aller supplier le roi Pedro IV de retourner vers la montagne, vers San Salvador, pour pouvoir combattre et restaurer le royaume. Donc, c'était effectivement... Donc, on peut dire que Kimpavita, c'était combattre les esclavagistes. Oui. Et Kimbangu, c'était combattre la colonisation. Combattre les esclavagistes et combattre également les pratiques tout à fait dégradantes qui étaient infligées contre les Congolais. Oui. Déjà à cette époque-là. Oui, oui. Voyez. Donc, Kimbangu, quand il la même tradition, vous voyez, c'est quoi non seulement l'esclavage qui continue, mais également, il faut exploiter le Congo qui venait d'être cédé au roi Léopold II. Et le roi Léopold II n'y est pas allé par 4 chemins. Il fallait recruter des travailleurs, en commençant par ceux qui étaient les plus proches, évidemment, dans le Congo central, à la porte d'entrée, Boma, etc. Et il fallait absolument recruter le plus de porteurs, on les appelait des porteurs. Quand on commence à construire, par exemple, le rail ici, il fallait absolument avoir des porteurs. Il faut des porteurs, le plus grand nombre possible. Non seulement qui devaient porter les matériaux de construction, des rails, vous voyez, des rails, des outils, etc. La caravane. C'était le capitalisme. C'était le capitalisme qui venait à outrance, qui venait exploiter les forces. Il fallait mobiliser des milliers et des milliers de gens pour pouvoir servir des travailleurs. Travail forcé, bien entendu, non rémunéré, bien entendu, mais également les porteurs. Et les porteurs ont souffert. Il fallait transporter de Boma, de l'entrée, jusque parfois vers tout le Congo. Il fallait amener ces blancs au dos. Sur le dos ou sur les chipoy, etc. On fabriquait des chipoy, il fallait transporter ces blancs-là. Et tout ça, pardon, pas mais Kimbangu regardait, entre temps, il comparait la religion chrétienne qu'on donnait, mais la réalité était tout autre. La réalité était tout autre, et quand il commence à prêcher, parce que là, il est formé, il maîtrise la Bible, les témoignages indiquent qu'il connaissait très, très, très bien la Bible, tous les versets, etc. Il savait interpréter, il s'est dit, mais tel qu'on nous donne cet enseignement, nous pensons qu'il est possible de le transmettre suivant nos codes à nous, suivant nos symboles à nous autres, suivant notre manière et notre mentalité de voir. Et là, il commence, et quand il a commencé le 6 avril, d'ailleurs, c'est une dame qui souffrait et finalement, qui était en coma depuis 4 jours, et il se présente, il se met en recueillement, et finalement, il arrive à guérir la dame, une certaine Kiantondo. Il a guéri, c'était le 6 avril 1921.
Dès que les gens ont appris que le catéchiste qui était là commençait à faire des miracles réels, vrais, c'était tout le monde, de partout qui venait, jusque du Congo-Brazzaville, de tous les 3 Congos, Congo-Kinshasa ici, Congo belge, comme on l'appelait, Congo belge, Congo portugais et Congo français. Ils venaient vers Nkamba. On peut dire que le Rome Congo a été divisé en 3 Congos. Oui, 3. Il y a même une partie au Gabon. Au Gabon, oui. Il y a même une partie, mais les 3 Congos, c'est vraiment les plus, voilà, le morceau le plus grand. Oui. Donc, il a fait des miracles, il a commencé à prêcher, il a drainé du monde, beaucoup de gens qui venaient, et finalement, ça a inquiété. Ça a inquiété pourquoi? Parce que beaucoup de gens quittaient l'Église catholique. L'Église catholique, déjà, en ce moment-là, était forte. En 1921, quand il a commencé, elle était forte, beaucoup. Et essentiellement dans le district des Cataractes, donc au milieu du Congo central. District du Bas-Fleuve, du côté de Boma. District des Cataractes, au milieu là où se trouve justement Nkamba. Et de l'autre côté, un peu plus loin, qu'on appelait parfois Moyen Congo, comme on appelait également Brazzaville Moyen Congo. Et là, c'était ces 3 districts. Mais c'est au milieu que M. Simon Kimbangu a commencé à prêcher, à drainer du monde. Les gens n'allaient plus à l'église catholique. Pourquoi ils n'allaient pas? Notamment parce que quand Kimbangu arrive, il dit 3 choses d'abord, 3 principes. 1, pas question de polygamie. Il s'adressait d'abord à ses propres frères. Pas question d'épouser plusieurs femmes. Pas de polygamie. Et ça, il détient ça des catholiques. Oui, notamment. Dans notre culture, ça n'existe pas. Voilà, notamment. Pas de polygamie. Deuxièmement, il dit, pas de fétiche. Hein, vous avez des fétiches, eh bien. Troisièmement, pas de danse obscène. Il semble qu'à l'époque, on dansait beaucoup, je ne sais pas quoi, la danse qu'on appelait Ngoma. C'est un peu comme moi, Ngoma. Mais on trouvait ça. Et lui vient interdire. Et notamment les fétiches, revenons aux fétiches, parce que il a demandé de jeter tous les fétiches qui apportent le malheur, la malédiction, etc. Et les Congolais, donc qui étaient là, les Congos, ont finalement jeté tout, y compris les chapelets, y compris les images de la Vierge Marie. Donc tout ce qui relevait du catholicisme irait, parce qu'on leur a dit que c'est du fétichisme. Pour ça, c'est du côté spirituel. Mais côté politique, parce qu'il était en face de l'État indépendant du Congo. Comment l'État indépendant du Congo se comportait par rapport à son discours? L'État indépendant du Congo, non, c'était déjà à l'époque du Congo belge. Ouais. Le Congo belge avait déjà été là. Le Congo indépendant avait déjà été cédé en 1908, je crois. Je ne suis pas historien, mais je crois que c'est 1908. Et quand on arrive en 1921, ça c'est bel et bien la Belgique qui dirige. Bien entendu, Kimbangu dit aux Belges, aux missionnaires, aux colons, les colons qui maltraitaient, je n'ai pas terminé, qui maltraitaient énormément, qui confisquaient les populations, qui prenaient les porteurs, et donc ils prennent les hommes, et ils prennent alors leurs femmes, ils gardent leurs femmes. Ils prennent aussi les terres. Oh, les terres, n'en parlons même pas, parce que c'est très très bien documenté, j'en ai parlé récemment quand on a fait une émission sur Kassavou. Quand les Belges arrivent, ils commencent par décréter que toutes les terres, là où il n'y a pas de village, sont des terres vacantes. Ils en ont donné aux colons, pour des compagnies agricoles, des larges hectares. Ils sont là jusqu'aujourd'hui, rien n'a changé. Bon, écoutez, rien n'a changé, oui, parce qu'ils ont eu des papiers. Hein. Les papiers avec missionnaires. Ils ont signé avec qui? Non, le colonial, l'administrateur colonial n'appartenait pas aux Belges. Bon, allez-y, allez récupérer. Mais les missionnaires ont pu construire avec ça, ont eu des grandes étendues de terre. Tous les missionnaires. Dans le Bas-Congo, il y avait, du côté du Bas-Fleuve, il y avait des scotistes. Du côté des Cataractes, il y avait des rédemptoristes, donc au milieu. Et du côté de la Lukaya, ici, il y avait des jésuites qui s'étendaient jusqu'à Kinshasa, ici. Donc, ils avaient reçu des terres. Il suffisait
d'exprimer le besoin d'avoir des terres et on vous en donne. Lorsqu'on a construit le chemin de fer... Mais il n'y a pas seulement que les missions catholiques, mais il y a aussi des entreprises. Oui, bien entendu. Il y a eu des concessions de 100 ans. Comme ça, je l'ai déjà dit. Oui. Là, je l'ai dit. Toutes les compagnies agricoles, c'était essentiellement des compagnies agricoles et industrielles. On leur concédait comme ça sans compter. On peut dire que la réaction de Kimbangu, c'est par rapport à cette situation aussi. Exact. Politiquement, la réaction de Kimbangu, c'est essentiellement le mauvais enseignement de la Bible par les prêtres. Il disait une chose, il faisait autre chose, il maltraitait et les missionnaires soutenaient même, certains missionnaires soutenaient même les colons. Et j'ai lu dans la littérature, il y avait même des missionnaires qui fouettaient et qui demandaient aux colons de fouetter parce que le noir ne peut écouter que la chicotte, le noir ne peut véritablement travailler qu'en lui faisant du mal. Il le disait clairement. Là, ça ne pouvait pas rester indifférent face... non. Et Kimbangu a prêché la libération. Il dit, nous devons le libérer d'abord. La libération de l'homme noir. De l'homme noir. Oui. De l'homme noir. Oui. Kimbangu dit, écoutez, au jour, c'est lui qui parle, au jour fixé par le Seigneur, les Blancs deviendront noirs, des Noirs, et les Noirs deviendront des Blancs. Ça signifie quoi, professeur? Au jour fixé par le Seigneur. Hein, vous voyez, c'est toujours un discours enveloppé un peu de religiosité, mais c'était un discours politique. Cela signifiait simplement qu'il y a un jour qui ne va pas tarder et où le noir sera libéré de toutes les souffrances que l'homme blanc lui fait subir. Et dans certaines strophes de certains cantiques, quand vous lisez les cantiques, ça se trouve même dans les ouvrages que vous avez là, il disait, l'homme blanc va devoir un jour ou l'autre se courber devant l'homme noir, et c'est lui qui portera nos charges au dos, sur la tête, tandis que nous serons à sa place. Nous devons le libérer. Et ce discours a véritablement plu parce que les souffrances que les gens ont subies, c'est atroce. C'est atroce. Oui. Quand on vous prend porteur, par exemple, vous devez amener les rails avec d'autres jusque je ne sais où, vous devez creuser le chemin de fer. Lorsque vous allez retourner dans votre village, si vous avez la chance de retourner, même pas 2 semaines, vous êtes mort de fatigue, donc, de maladie. On peut dire politiquement que c'est moi Kimbangu, c'est un résistant, le premier résistant congolais. C'est un grand résistant congolais, parmi les premiers. Hein, il y a d'autres, hein, je vous ai parlé de Madame Kimpavita, Ananzinga déjà, hein, ça c'est un patrimoine commun avec l'Angola, tout ça. Il y a aussi d'autres, vous voyez, un homme comme Panda Farnana, dont on ne parle pas beaucoup, c'est l'un des premiers panafricanistes qui a travaillé avec Webb Dubois, hein, l'honorable Didier Moumengi a écrit un bel ouvrage sur Panda Farnana. C'était déjà un résistant. C'est à l'époque, vous voyez, 1921, à l'époque où en Europe et aux États-Unis, on parlait du panafricanisme, on parlait de la libération de l'homme noir. Webb Dubois, c'est à cette époque-là, 1909 déjà, il écrit son livre « Âme noire » et ainsi de suite. Ils ont continué la lutte, plusieurs congrès jusqu'au dernier congrès qui s'était tenu à Manchester, à Londres, à Manchester, en Angleterre, en 1945. Donc c'est la même lutte qui continue. Le fond du discours de Simon Kimbangu, le discours politique, comme vous l'avez écrit, c'était « il faut nous libérer ». C'est ça? Il faut nous libérer nous-mêmes d'abord de nos propres tares, par des polygamies, je l'ai dit, par des fétiches, toutes les croyances là, mais également nous devons nous libérer et de l'enseignement de l'homme blanc qui interprète mal la Bible et de l'enseignement et des brimades de l'homme blanc, y compris des missionnaires.
Voilà, Ok. c'est Prof, la libération. L'autre article que vous avez écrit, c'était la répression du kimbanguisme dans les milieux intellectuels congolais. Oui. Pourquoi les élites congolaises intellectuelles ne sont pas appropriées cette vision de Simon Kimbangu, ces discours politiques? Oh oui, c'est évolutif, c'est progressif. Le Kimbangu commence à prêcher en 1921. Rappelez-vous qu'à l'époque, il n'y avait pas vraiment des intellectuels et des gens formés à l'école actuelle, moderne. Il n'y avait pas. Et c'est progressivement que finalement, les gens adhèrent. Mais ceux qui ont adhéré à ce mouvement, d'abord évidemment, des protestants, de son obédience et de l'endroit où il a commencé à prêcher. Ngombelute Tenkamba, Mbanzangungu, etc. Et d'autres finalement arrivent, et des deux autres Congos, effectivement. Alors, au cours de l'histoire, vous savez que lorsque on est catholique, vous, parents, vous êtes catholiques, vous voudriez également que vos enfants soient des catholiques. Donc il y a une tradition qui s'est faite. Les parents kimbanguistes veulent envoyer leurs enfants chez le Kimbangu. Les parents protestants veulent envoyer. Donc, au début, uniquement, les enfants des parents kimbanguistes qui étaient dans le milieu, qui étaient des adeptes, qui adhéraient à ce mouvement-là, y compris des intellectuels. Et comme je vous l'ai dit, les protestants, comme les protestants, eux, n'avaient pas véritablement développé l'enseignement intellectuel ici au pays. Et d'ailleurs, ça a une sorte d'explication également, parce que pour l'État belge, c'était essentiellement les catholiques qui devaient assurer le développement, voilà l'enseignement ici, et donc les subsides allaient exclusivement aux prêtres, pas aux protestants. Donc ils avaient des difficultés pour se construire. Regardez toutes les maisons d'enseignement catholiques qui existent, les petits séminaires, les grands séminaires, c'est pratiquement des chefs-d'œuvre, c'est solide. Toutes les écoles étaient bien compris. Tandis que les protestants qui n'avaient pas suffisamment. Les kimbanguistes, non, les kimbanguistes, pardon. Les kimbanguistes, pardon. À ce moment-là, oui, ils n'avaient rien, bien entendu. Mais paraît-il qu'il y a toute une culture chez eux de s'organiser soi-même pour être autonome. Là, vous savez, vous le savez, tout le monde le sait. Quand vous regardez maintenant l'énergie qu'a le kimbanguiste de pouvoir se prendre soi-même en charge, c'est simplement formidable. Formidable parce que... Donc on peut dire ça, c'est le conseil de Simon Kimbangu lui-même. Oui, bien entendu, il fallait... Bon, quand il est mis en prison, évidemment, pendant 30 ans, là, ce sont d'autres qui prennent le relais pour pouvoir s'organiser. Vous savez, la relégation a fait que plusieurs débats Congo, près de 37 000, c'est documenté, plus de 37 000 ont été dispersés à travers le pays. Oui. C'est ainsi que chez vous, là-bas, vous trouverez des Bakongo. Ils sont nombreux là-bas, partout. Et donc, sur le plan de l'enseignement, pour revenir simplement à ça, n'ont pas pu, effectivement, avoir les moyens de pouvoir. Mais progressivement, les gens ont commencé à adhérer. L'une des, peut-être c'est la conclusion qu'il faudrait donner, l'une des reconnaissances formidables des intellectuels, de l'adhésion, c'est essentiellement intellectuel. Parce que, bon, quand vous êtes catholique, vous ne pouvez plus comme ça changer tout le temps, non. Nous restons là où nous sommes, mais nous reconnaissons la religion kimbanguiste avec toute sa magnificence. Vous parliez tout à l'heure là des réalisations matérielles, économiques, sincèrement, partout dans tout le pays, vous verrez des actions qui sont prises en charge par les fidèles eux-mêmes. Mais prof, ça fait partie de leurs principes. Oui, les principes, oui. Mais il y a, dans les milieux intellectuels, la réaction de Mabika Kalanda, que vous avez citée dans votre article. Ça a été comment? Est-ce que Mabika, ça critique
Oui, Mabika Kalanda, Auguste avait écrit un livre en 1967, La remise en question, pour la décolonisation mentale. Et là-dedans, sincèrement, il a raison également, parce qu'il a touché le point notamment du kimbanguisme. Ouais. Le kimbanguisme est reconnu le 24 décembre 1959, c'est-à-dire juste 6 mois avant l'indépendance. Ouais. C'est dans la précipitation que les Belges reconnaissent finalement que le kimbanguisme est quand même un mouvement important qu'il faut prendre au sérieux, qu'il faut reconnaître. Et quelques mois après, le ministre, parce qu'il fut ministre, hein, M. Mabika Kalanda, il écrit, un intellectuel, un grand intellectuel que j'ai pu d'ailleurs interroger. J'ai eu cet honneur-là avant sa mort. J'ai organisé un séminaire sur Lumumba et il est venu. Il a fait un texte, les Lumumba et les Lumumbistes. Donc, c'était un intellectuel. Alors, la critique qu'il fait à Kimbangu, pas à Kimbangu, mais au kimbanguisme. Kimbangu était déjà mort. Ouais. Son corps était déjà rapatrié en Kamba en 1960. Ouais. Mais, qu'est-ce qu'il dit? Bon, c'est le kimbanguisme, c'est limité au Bas-Congo. C'est limité simplement au Bas-Congo. Et au Bas-Congo, c'est simplement Mbanzangungu, Nkamba, etc. C'est qui n'est pas vrai, quoi. C'est qui n'est pas vrai. Et disons que sur le plan historique, même l'Église catholique a commencé quelque part. Ouais, ouais. C'est pas à Nazareth ou je sais pas où que ça a commencé. Et puis ça s'est étendu peu à peu. Donc en 1967, quand Mabika Kalanda écrivait son livre, eh bien, il ne considérait que 8 ans d'existence officielle du kimbanguisme. Donc là, c'était une erreur pour lui de pouvoir directement apprécier de cette manière-là. Il aurait dû considérer que, tout en notant que c'est vrai, c'est pour le Bas-Congo, c'est vrai, mais c'était encore à sa tendre jeunesse, à sa tendre enfance d'ailleurs, parce que c'est seulement à ce moment-là que les gens commençaient à s'exprimer vraiment avec toutes les autorisations nécessaires de l'État, parce qu'il faut être légal. Il faut être, parmi les principes, j'ouvre une parenthèse, parmi les principes du kimbanguiste, vous connaissez, le tout premier c'est l'amour, c'est la fraternité, Bolingo. C'est la fraternité, c'est la solidarité avec tout le monde. Et le travail. Deuxième principe, ce n'est pas le travail, mais c'est la nécessité de pouvoir se prendre en charge. Je peux prendre en charge. Et troisièmement, justement, le travail comme tel. Il faut travailler. Hein, et dans la nécessité de se prendre en charge, il y a aussi le fait de l'obligation de l'obéissance aux lois. Lorsqu'il y a un président de la République en place, lorsqu'il y a un roi en place, le kimbanguiste a l'obligation de respecter cette loi, pourvu que cette loi soit juste. Dès que c'est juste, le kimbanguiste dit « je respecte », quel que soit le président qui vient, quel que soit le roi qui est là, je respecte. Voilà. Donc, ce sont ces 3 principes, solidarité, Bolingo, Misala, et puis, voilà. Donc, maintenant, je pense que on va fêter, donc, on va commémorer le 6 mars, le 6 avril. Quelles leçons d'histoire qu'on doit tirer? Ce qui est beaucoup plus important. L'Église est déjà là. Il y a les messages spirituels, il y a aussi la dimension politique et philosophique. Oui. Mais je pense qu'il y a quand même une faculté de sciences, la philosophie. Quelle philosophie qu'on étudie là-bas? Là, je n'ai jamais eu à enseigner à l'université Simon Kimbangu. Je ne connais pas, j'espère qu'un jour j'irai, mais surtout la théologie, je ne connais pas. Il y a toutes les facultés, y compris la médecine, mais il y a également la faculté de théologie. Et là, je ne connais pas véritablement ce qui est enseigné, mais c'est toutes les sciences qui sont là. Les écoles secondaires, il y en a
des milliers. Ouais. Les écoles primaires, il y en a des milliers. Contrairement à toutes les églises qui nous arrivent maintenant, après, pour eux, c'est simplement s'occuper de leur argent à récolter ou à faire des promesses du ciel, promesses de je ne sais quoi. Mais les protestants, les kimbanguistes, les catholiques, eux, voilà, vraiment sont des religions à respecter. Si on veut aller en profondeur, on peut dire aujourd'hui, parce qu'on parle de la Renaissance africaine. Oui. Donc, un homme comme Kimbangu a été parmi les gens qui ont repensé, qui pensent qu'il faut que l'Afrique renaisse sur base de ses réalités sociopolitiques et socio-historiques. Absolument, absolument. Déjà, l'enseignement même de la religion catholique, lui, pensait qu'il faut l'enseigner suivant, je l'ai dit tout à l'heure, les instruments, les méthodes, les symboles, les objets culturels congolais. Des Noirs. Deuxièmement, nous libérer, c'est une nécessité pour aller au ciel. Il faut se libérer d'abord de l'oppresseur qui ici bat. Ce n'est pas qu'il faut attendre simplement le ciel. Il faut se libérer à partir d'ici. Des colons et de n'importe qui oppriment l'homme, l'autre, essentiellement ceux qui oppriment l'homme noir. Et là, c'est un message politique tout à fait pertinent et éternel, universel. Il faut respecter. Nul n'a le droit d'opprimer l'autre être humain, un être humain qui est comme lui, créé par le même Dieu. Nul n'a ce droit-là. Personne ne peut accepter. Pour cela que, il figure parmi ceux qui vont annoncer l'indépendance de notre pays. Et je disais, c'est pour cela que ceux des intellectuels qui parfois nous posent la question de savoir pourquoi Lumumba, Kasavubu et tous ces gens ont demandé trop tôt l'indépendance, parce que je dis non. Ça n'a pas été trop tôt. Jamais un homme qui a un esprit saint, un esprit éclairé, ne peut jamais accepter de continuer à vivre dans les brimades, dans les cruautés, dans les atrocités exercées par un autre monsieur qui vient pour ses intérêts économiques. Donc, il était temps qu'on se libère. Personne au nom de la dignité, et ça, Kimbangu, justement, l'a largement dit. Vraiment, il y a des chansons qu'ils ont créées, les Kimbanguistes. Quand vous voyez ces chansons, quand vous écoutez, vous voyez que le discours, c'est de libération. Nous devons, vous voyez dans le livre là, nous devons nous libérer de l'homme blanc. Déjà en 1921, il demandait l'indépendance en quelque sorte. Et il demandait l'indépendance. Et ça a continué comme ça jusque, justement, quand les Kasavubu et Lumumba arrivent. Donc, tout homme qui est conscient et est intelligent, objectif, doit reconnaître que, comme Béatrice Kipavita, donna Béatrice Kipavita, eh bien, Simon Kimbangu, le jeune, parce qu'il avait 30 ans, 34 ans, quand il a enseigné, c'était peu à l'âge de Jésus. Et lui, Jésus, ils ont subi pratiquement le même sort. En dehors de l'église kimbanguiste qui donne dans ces écoles le cours l'histoire de Kimbangu, oui. Est-ce que dans d'autres écoles catholiques, tout comme laïques au Congo, est-ce qu'on étudie Kimbangu? Je ne sais pas, j'avoue que je ne sais pas le dire. Mais bon, j'ai été ministre provincial de l'éducation à Matadi. Je n'ai pas vu un livre vraiment d'histoire. On cite, juste en passant, Simon Kimbangu, 1921. D'ailleurs, même pas la date de naissance. On ne dit pas. Mais 1921, il a commencé à prêcher, puis tout ça. Et il est mort le 12 octobre 1951. Un point très. Même chez le village, on ne connaît pas ça. Je ne sais pas. Je ne sais pas si au village, je ne connais pas. Oui. J'ai été en Kamba, je vous dis. Il faut aller, c'est sacral, c'est magnifique. Depuis que le musée a été construit, malheureusement, je n'ai pas été.
Mais probablement ce qu'il faut dire, parce que vous invitez les gens à aller voir ce qui se passe dans les villages de Lumumba, de Kasavubu, de tous ces héros-là, hein, de ces héros. Et bien, il faut des routes. Il faut des routes. Hier, j'étais content de voir à la télévision, chez vous ici, que le DG de l'OVD, ou Office des routes, est en train d'arranger la route qui va de Mbanzangungu jusqu'en Kamba. En 2009, j'étais là, j'avais failli jurer de ne plus jamais y aller. Il n'y avait pas de route, quoi. La route extrêmement dangereuse, très mauvaise. Vous allez, quand vous voyez un véhicule aller, vraiment vous allez vers le fond, donc, vers la peut vallée. dire ceci aujourd'hui. Mais maintenant, vraiment, c'est formidable. Aujourd'hui, le président Tshisekedi est président de l'Union africaine et il a la mission de faire adopter la charte de la renaissance culturelle africaine. Et dans ce cadre, on parle de nos héros, Kimbangu, Kasavubu, Lumumba et d'autres panafricanistes chez Anta Diop. Et je pense que peut-être que c'est le moment que le président pèse de tout son poids pour que cette histoire soit enseignée à nos enfants. Exact. Donc c'est une question de volonté politique. S'il le veut, demain, on met tous les intellectuels, on réécrit notre propre histoire, comme Lumumba l'avait prédit. Oui, c'est-à-dire que le président de la République doit, parce qu'il a du travail, il a beaucoup de choses à faire. La première chose qu'il doit faire dans ce domaine-là, c'est de se donner un ministre qui connaît le travail, qui aime la culture, et qui conçoit des programmes, justement. Qui travaille avec le ministre de l'Éducation. On peut dire qu'il faut un homme de culture. Vraiment un homme de culture. Comme Malraux en France. Comme Malraux, quand vous voyez André Malraux en France, c'est incroyable. C'est l'amour de la culture. La culture, comme disait quelqu'un, c'est la matrice de toute chose. Donc, parce qu'on ne va pas toujours dire au président de faire ceci, de faire, mais lui, ce qu'il doit faire, c'est de se donner de très bons collaborateurs qui connaissent d'abord le domaine dans lequel... Non, mais prof, ça c'est bien, les présidents ne peuvent pas tout faire, mais oui. Les intellectuels sont où? Parce qu'il faut que les intellectuels produisent la pensée. Et les présidents peuvent facilement donner des orientations. J'aimerais vous dire que les intellectuels, ce n'est pas tout intellectuel, ce n'est pas tout le monde non plus, parce que vraiment, les domaines sont vastes, y compris en Europe, en France, aux États-Unis. Ce n'est pas tout le monde qui va faire... non, pour être précis, mais oui, je voudrais parler des philosophes. Ah oui. Ils sont où? Parce que les tendances qu'on a ici, vous reproduisez la philosophie des autres. Où se trouve la philosophie africaine? Il faudrait que vous puissiez multiplier, monsieur le DGA, des émissions comme ça pour que, effectivement, que vous découvriez les penseurs de votre propre pays. Il y en a, peut-être pas en très grand nombre. Ce qui nous handicape, moi, en tout cas, je m'efforce. Ok, prof, je pense qu'on va à la fin de notre entretien. Prochainement, on va vous inviter pour parler de la philosophie africaine. Elle est où? Très bien, avec plaisir. En tant que philosophe, j'ai écrit plusieurs ouvrages à ce sujet. Oui, malheureusement, notre peuple apprend autre chose que ce que vous écrivez. Eh oui, malheureusement. C'est ça les malheurs. Donc, là, vous avez raison. Professeur, vous arrivez à la fin de notre entretien. J'espère qu'on nous a bien suivis. Prochainement, on pourra faire un grand effort pour inviter les philosophes africains. Oui. Pas pour reproduire les discours des autres, mais pour nous présenter la pensée africaine, pour que l'Afrique renaisse. Il y a ceux qui ont posé des actes, il y a ceux qui ont été écrits, mais il faut qu'il y ait des gens qui doivent penser la société. En tout cas, mesdames et messieurs, vous arrivez à la fin. Nous espérons que vous avez très bien suivi le professeur Ngo Mambinda et continuez à faire les débats sur la renaissance africaine, sur la philosophie africaine. Et nous espérons aussi que les hommes politiques prendront de bonnes décisions pour que l'Afrique change et que le Congo renaisse. Une fois de plus, merci et bonsoir. Bonsoir, professeur. Bonsoir, merci beaucoup.